Bonjour, bonjour à tous, chers amis. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous d'Au fil des pages. Vous savez que je vous présente des auteurs dont j'ai aimé les ouvrages et qu'on en parle justement tout au long de l'émission. Mais aujourd'hui, c'est émission top plus. Pourquoi ? Parce que j'ai lu d'abord le livre de cet auteur il y a 2-3 ans. Je connaissais son nom, je ne le connaissais pas du tout et je n'avais pas lu autre chose. Et c'était, je viens de le lui dire, un peu comme un rêve de Ola Hadasha, d'un jour le rencontrer, parler avec lui, parce que, et vous, ça sera la même chose pour vous. Quand vous lisez ce livre, vous voyez peut-être déjà d'ailleurs derrière notre auteur, eh bien, vous avez l'impression que vous le connaissez, que vous marchez avec lui. Je vais vous expliquer, mais d'abord je lui dis bonjour. Bonjour. Merci énormément d'avoir accepté mon invitation, parce que je sais que vous êtes le rédacteur en chef des pages culturelles de Haaretz, et que je sais ce que ça signifie au niveau, et peut-être que je suis en dessous de ce que ça signifie vraiment au niveau de l'implication du travail et de la présence. Donc, je vous suis vraiment reconnaissante d'être venue. Merci à vous de m'avoir invité. Ah, c'est votre livre, remercie. Pour moi, parler français, être dans une émission où on parle français, déjà pour moi un grand honneur, parce que ça fait partie de la une fantaisie que moi j'ai. Vous me faites déguster du miel, là. Vous me faites déguster du miel, parce que j'ai une proposition honnête à vous faire en fin d'émission. Mais pour l'instant, Benny, je voudrais que nos auditeurs, c'est la communauté francophone, donc il n'y a pas que les Français, il y a beaucoup d'autres gens qui nous écoutent, et même aussi des Israéliens qui improve their French. Donc je voudrais d'abord qu'on parle de vous. Et de vos parents que vous évoquez, vous commencez par les évoquer dans le livre. Donc, vous êtes, j'ai appris, à la fois israélien et turc. Oui, voilà. Vous êtes né en Israël. Je suis né en Israël, je suis né à Tel Aviv, mais dans une famille qui était le moins israélien qu'on puisse penser. Donc on parlait français à la maison sans être français. Donc mes parents viennent de Turquie, mon père est né à Vienne et il faisait partie d'une communauté qui était déjà une minorité en Turquie, c'est-à-dire la minorité ashkénaze, de juifs ashkénazes à Istanbul. Et ma mère venait de séfarade, venait de Turquie, une famille de sortissants d'Espagne. Oui. Mais là en Turquie aussi, comme les Juifs parlaient souvent le ladino ou le judéo-espagnol, et dans ma famille, la famille d'origine, on parlait déjà français il y a 2 générations. On allait, ma grand-mère, même mon arrière-grand-mère déjà allait à l'école française, catholique, française à Istanbul. Donc, ils étaient une exception déjà dans la communauté juive en Turquie, et puis ici aussi une exception. Donc c'était toujours une famille un peu oui, j'ai lu originale. En passant que même votre grand-père entraînait l'équipe juive. Voilà, l'équipe juive. Il était le fondateur de la première équipe sportive juive à Istanbul. Voilà. Alors, c'est important que vous expliquiez ça, parce que vous avez fait des études de lettres. Oui. Des études françaises. De lettres françaises, à l'université de Tel Aviv. J'ai fait, mon lycée était le lycée de l'Alliance israélite à Tel Aviv, qui est une école où on enseigne en hébreu, mais le français est la première langue étrangère. Donc, ce qui ne m'a pas servi beaucoup dans la vie, puisque l'anglais est devenu la langue prédominante, mais aussi le français est pour moi en fait une sorte de langue subversive, puisqu'en Israël toujours le français était considéré comme une langue qui est un peu, qui n'est pas très légitime, du fait que c'est une langue qui est identifiée avec la bourgeoisie, avec la décadence. Avec le général de Gaulle et avec le général l'antisémitisme, etc. Donc c'était toujours une langue. Comme enfant, j'ai vraiment souffert du fait que je parlais français à la maison et que tout le monde se moquait de moi.
Voilà. Donc, ah oui, en effet. voilà. Alors je me sentais comme faire partie d'une oui. d'une minorité, peu appréciée. Mais vous avez aussi étudié les sciences politiques. Oui. Et moi, je voudrais savoir, parce que évidemment, vous le savez, les émissions sont toujours trop courtes. Oui. Je voudrais savoir comment de ce jeune étudiant qui étudie la littérature française à Tel Aviv et qui étudie les sciences politiques, vous êtes arrivé à ce journal où nous, on vous lit en anglais quand on est en France. J'espère un jour, j'ai pris l'engagement que je pourrais vous lire en hébreu. Mais quel a été votre parcours ? Voilà, et il était très facile, en fait, même sans aucun effort de ma part. Déjà, en étant soldat, j'écrivais des revues sur des livres, des petites critiques dans une revue qui s'appelait Keshet. C'était une revue assez prestigieuse, et donc un jour, tout de suite après avoir quitté l'armée, le service militaire, je reçois un téléphone du rédacteur en chef du supplément littéraire de Haaretz, me disant: vous voulez écrire pour Haaretz des revues littéraires telles que j'ai lues et que j'ai appréciées? Donc j'ai dit: mais bien sûr. Et c'était fait. Et c'était fait, voilà, j'étais là. Mais et depuis lors, c'était en 1977, et depuis lors, je suis dans Haaretz. 42 ans. Ça, c'est la différence entre le vieux monde et Israël. Dans le vieux monde, c'est par cooptation, qui ne sont pas des cooptations basées sur la compétence, mais sur les connaissances. En tout cas, vous arrivez à avoir un entretien si vous êtes fils d'eux, fille d'eux, beaucoup. Voilà, et là j'étais désespéré. En quittant l'armée, je me disais: qu'est-ce que je vais faire avec littérature française et sciences politiques? Et alors, donc voilà. Oui, quand même, vous avez fait tant de choses que je me suis dit, je ne peux pas tout citer, sinon on n'aura pas le temps de parler. Vous avez fait énormément de choses, vous avez traduit des poèmes de l'hébreu, du français à l'hébreu. Oui. Vous avez, j'ai traduit des romans, des romans, des poèmes. Et vous avez une connaissance de la littérature française qui fait que, franchement, votre livre, moi, je vous dis, je l'ai lu un bonbon au miel, c'était magnifique. Vous parlez de Chatwin à un certain moment, mais qui connaît encore, et ça va nous amener au début de notre émission, qui connaît encore ces fameux écrivains voyageurs, à part à Saint-Malo. Alors vous avez donc écrit ce livre il y a déjà quelques années, Entre nous les Levantins, carnet de voyage. Je précise que ça a été traduit par Jean-Luc Alouche. Entre nous les Levantins, si ma mémoire est bonne, les Levantins, ce sont les gens nés en Égypte et dans le Proche-Orient. Dans le Proche-Orient, oui. Et plus largement, le Proche-Orient et toute la côte est de la Méditerranée. C'est ça. La Turquie, je l'inclus dans le Levant, et même, en quelque sorte, ce qui d'après moi, réunit les Levantins, c'est le français. C'est la langue française, c'est-à-dire cette influence française. Et plutôt pas le français, parce que souvent, les gens du Levant parlent mauvais français, mais c'est cette aspiration, cette fantaisie de faire partie de la France, c'est-à-dire sans faire partie vraiment. Donc, c'est pour ça que... Et voilà, c'est le Levant, c'est plutôt cette fantaisie, faire partie de la culture française. Et à la fin de votre livre, Last but not least, vous finissez par Paris. Mais on n'en est pas là encore. Voilà. Donc, non, on n'en est pas là. Et votre livre commence... par une introduction tendre. De toute façon, je voulais dire que vous avez... j'aime beaucoup la manière dont vous écrivez, parce que c'est fluide, c'est parfois tendre, et c'est franc. Et je pense que vraiment, nos amis vont comprendre, parce qu'ils savent voir ça dans un livre, absolument. Et vous, alors, vous avez des écritures qui sont de bonnes écritures, on le reconnaît, il y a quelque chose qui fait que c'est bon. Mais pour autant, vous vous interrogez sur la franchise de ce qui est déclaré. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Je veux dire, moi, je rentre dans un livre, c'est l'amour. De toute façon, c'est un grand amour qui ne finira jamais. Donc, quand ça sonne pas franc, c'est dérangeant. Votre livre, très fourni, très riche, n'a pas de faiblesse.
Et il a cette écriture que moi, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais j'ai trouvé tendre souvent et fluide, ce qui est la marque d'une bonne écriture. Oui, je crois que c'est tout d'abord mon expérience de journaliste. Comme je travaille dans un journal, j'ai cette expérience ou cette volonté d'être clair. C'est-à-dire que quand on travaille dans un journal, il faut écrire des textes qui sont dirigé vers un public qui est, disons, qui n'est pas ignorant, mais tout de même écrire clair et d'une manière où on ne sente pas, il ne faut pas qu'on sente comme je le dis en hébreu, la sueur de l'écrivain. C'est-à-dire que les choses soient fluides, bien que l'écrivain fait des efforts, de vrais efforts, mais il ne faut pas les voir. Et d'après moi, c'est un des grands défauts de la littérature israélienne que je tâche toujours de faire la remarque, c'est que la littérature israélienne est la littérature hébraïque israélienne est une littérature qui est encore dans ce stade où on sent l'effort tout le temps. C'est assez artificiel et moi je me bats contre cet artifice. Et vous réussissez, mais pour autant, moi je sais que vous avez pesé les mots, que vous avez écouté une musique. Vous êtes mélomane. Oui. Je voulais vous poser cette question parce que la musique est dans vos phrases. Et donc ça, en général, il y a une certaine sensibilité. Alors maintenant, moi qui suis d'origine française, vous savez, en France, ça n'existe pas dans le monde anglo-saxon, où j'ai vécu aussi, mais en France, vous n'êtes considéré comme un grand intellectuel que si votre écriture est fumeuse. Et particulièrement des phrases à la Kant, ça va très bien, là, c'est bon. Bon, et pas dans votre livre, on va revenir à votre livre, on va faire une critique littéraire des ouvrages français, d'autant qu'on tombe vite dans les généralisations. Comme c'est traduit, l'hébreu est une langue concise et où il est impossible d'écrire des phrases longues, à moins qu'on le fasse d'une manière artificielle, comme l'a fait... On a des exemples. Yaakov Shabtai qui a écrit un bouquin, mais là il a fait exprès, un bouquin qui est toute une longue phrase, 300 pages, phrase. Donc, ou Agnon, qui a eu le prix Nobel, qui écrivait des phrases à l'allemande. Mais moi, l'école que j'ai fait, c'est-à-dire l'école pratique, était toujours avec des écrivains, c'est-à-dire mes modèles étaient des écrivains qui écrivaient très très clairement et des phrases classiques en hébreu. Et la phrase classique en hébreu est très très courte. Comme dans la Bible d'ailleurs, où les phrases sont de 2 ou 3 mots. Et voilà. Donc. Alors vous avez donc écrit ce livre il y a pas mal de temps. Je rappelle à nos amis qui prendraient l'émission en cours de route que je reçois Benny Zifer, rédacteur en chef des pages culturelles de Haaretz, écrivain, poète, et sûrement, je viens de le dire, doué en musique. Et pour ce livre, Entre nous les Levantins, qui est un livre, un carnet de voyage, qui présente des carnets de voyage, et qui commence par vous vous adressez à vos parents. Oui. Et vous dites, comme on ne peut pas détailler, vous dites, j'essaye de faire au plus précis, que vos parents vous disaient, et là je voulais citer ce que vos parents vous disaient, à savoir, soit un écrivain voyageur, mais ne soit pas un écrivain de romans grossiers si désagréable à lire. Oui. C'était quoi j'ai un peu peur que ce que j'ai écrit, ils auraient appelé ça roman grossier, désagréable à lire. Il voulait dire quoi? Il voulait dire que vous aviez à apporter quelque chose? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Tout d'abord, mes parents qui n'aimaient pas étaient très intéressés par le monde, étaient très curieux, mais n'aimaient pas se déplacer. Donc, ils n'ont jamais voyagé, ou presque pas voyagé. Mais ils étaient abonnés au National Geographic et ils lisaient des romans de voyage ou des récits de voyage, mais incessamment, tout le temps. Ils aimaient voyager sans sortir de leur chambre. Donc, alors là, Et ils savaient beaucoup de choses. Vous dites dans votre livre, oui, ils connaissaient, ils pouvaient décrire des lieux où ils n'étaient jamais allés. Voilà, c'est ça. Donc j'avais cette impression que j'écris pour eux ce roman-là, des récits de voyage, c'est pour eux, bien qu'ils soient morts déjà. Donc là, et les romans grossiers, là, il s'agit
Mais là, c'est pour le public israélien. Avant ces récits de voyage, j'ai écrit des romans un roman surtout qui a eu un succès de scandale, qui était d'ailleurs traduit en allemand puis plus tard, et qui s'appelait Ziffer et les siens. C'est-à-dire moi, et où il était sujet d'un couple homosexuel à Tel Aviv, à l'époque, là, aux années 90, wow, oui. où toute l'histoire des gays a commencé, etc. Oui. Et là, ça a fait à mes parents. Mes parents étaient hors ils étaient scandalisés par le fait que j'écrive un livre pareil. Ils étaient vraiment. Et donc là, ça fait appel à. Oui, c'est comme si je m'excuse après que mes parents soient morts, que je dis que vous êtes morts, mais j'ai fait ce que vous vouliez. Ce n'est pas un roman grossier. En tout cas, ils avaient raison en ce qui vous concerne, parce que ça aurait été dommage que ça n'existe pas, et nos auditeurs vont le comprendre très vite. Voilà. Alors vous, aujourd'hui, où j'ai lu le livre, je sais pourquoi vous avez choisi de parler de 4 villes. Vous parlez d'autres villes, mais principalement de 4. Istanbul, Le Caire, Amman et Paris. Oui. Istanbul, Le Caire, Amman et Paris. Quand on lit le livre, on comprend. Et si vous vous imaginez que Niziffer, dans son livre, passe 3 pages à vous décrire le portail d'une maison intéressante, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Dans ce livre, il y a de l'humain. Et moi, je suis en train de me dire que c'est ça aussi qui m'a retenue. Il y a de l'humain, il y a des gens, il y a des souvenirs, il y a matière, il y a de la chair. C'est pas des. Je crois que mon modèle dans l'écriture, c'était vraiment Bruce Chatwin, le grand écrivain de voyage, qui disait, et qui d'ailleurs le pratiquait aussi dans ses romans, qu'on ne voyage que dans les lieux qu'on connaît déjà. Qu'on connaît déjà dans la fantaisie ou d'histoire, etc. Donc je l'ai pratiqué dans mon roman. Istanbul était la ville de mes parents, donc c'est comme si je revenais là où je n'étais pas physiquement, mais c'était une sorte de retour. Le Caire aussi, pour moi, était une sorte de... C'est ça, oui. Voilà. Oui, on le voit bien. Voilà. Oui, il avait raison, Chatwin. On voyage que dans les pays qu'on connaît, sinon on visite. C'est plus du tout la même chose, je crois. Alors, on va respecter l'ordre de votre livre. Vous avez commencé par Istanbul, à tout seigneur, tout honneur, c'était la ville de vos parents. Mais enfin, quand j'ai lu, vraiment, j'avais l'impression que, je sais que vous y êtes allé souvent, mais j'avais l'impression que c'était votre ville, que vous étiez né là. Alors, j'ai mis mes pas dans les vôtres. Et je suis rentrée dans cette librairie où vous trouvez un livre publié en hébreu en 1922. Et vous avez eu la réaction que j'aurais eue. Alors ça m'a tellement touchée que je ne sois pas la seule idiote à faire ça. Pardon, mais vous allez voir. Vous trouvez un livre écrit donc à Istanbul, dans une librairie d'Istanbul, en 1922 en hébreu. Vous le manipulez, vous le prenez, vous direz ce que vous ressentez, et vous faites la chose que vraiment, vraiment j'ai appréciée, vous le laissez, vous ne le prenez pas. Je voudrais que vous disiez pourquoi. C'est pour ça que j'ai dit que j'aurais été un peu idiote, parce que je l'aurais pas rapporté à la maison, alors que j'aurais eu une envie folle de le rapporter, mais j'aurais fait comme vous. Oui, donc j'ai fait cette expérience, j'ai eu cette expérience souvent, mais je l'ai écrit une fois là. C'est que j'ai pour moi, quand je voyage, c'est comme si je lis avec les livres une sorte de pacte, les livres que je rencontre sur mon chemin. Des relations qui ne sont pas les relations normales d'une personne qui va dans une librairie et achète un livre. Les livres pour moi c'est comme des êtres humains que je rencontre sur mon chemin, et donc je veux les laisser où ils sont pour que la personne qui vient après moi peut-être va les trouver dans ma fantaisie, va les trouver et va se réjouir de leur lecture. Voilà. Oui. Et puis alors, pour nous faire réfléchir, on vous retrouve après dans un magasin où on vend de la lingerie et des soutiens-gorge. Voilà, oui. Qui d'ailleurs appartient à un Karaïte. Oui, un Karaïte qui a vécu en Israël et puis qui finalement est retourné à Istanbul. À Istanbul, oui. Voilà, c'est un magasin qui existe encore à Istanbul.
Et là, il faut dire qu'après, comme les livres sont toujours des êtres fluides qui continuent leur vie après leur publication, et j'ai eu cette expérience avec ce magasin, spécifiquement ce magasin de soutien-gorge à Istanbul, c'est la rue Istiklal, la rue principale, c'est qu'un médecin français de La Rochelle, voilà, qui venait, un motocycliste qui est arrivé à Istanbul et qui a pris une photo devant ce magasin-là, et m'a envoyé la photo. Après avoir lu ce livre-là en 2014, et après avoir visité le Caire, où ses grands-parents étaient nés, et voilà, il a retrouvé, c'est comme s'il allait avec ce livre, et là, sur les pas de ce livre, et ça m'a fait tellement, voilà, une grande... C'est plus que tous les prix que j'ai eus, etc. C'était le fait qu'il y a une personne qui a pris au sérieux ce livre, a voyagé avec sa... Voilà. Oui. Sa moto, et... voilà, entre ces villes-là dont le livre parle. À mon avis, il doit y avoir des gens qui partent avec ce livre, parce que précisément, c'est un autre voyage, c'est pas un parcours, ce sont des rencontres avec même soi-même, on peut dire. Je pense que vous y retrouvez beaucoup de vous-même, d'une certaine intimité avec votre famille, votre passé, vos racines. Lorsque vous parlez d'Istanbul, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnages dans vos livres. Pourquoi évoquez-vous, et d'abord peut-être dire à nos amis qui il est, Harel Guinet? Voilà. Et d'ailleurs, Erel donc il avait plusieurs noms. Son dernier nom en Israël était Erel Guinay. Il travaillait dans Yediot Achronot comme grand reporter. Voilà. Mais en Turquie, il s'appelait Erol Güney. Et son nom original était d'ailleurs un nom ashkénaze, il venait de Russie. Donc c'était un journaliste francophone qui a vécu en Turquie et qui a été renvoyé de la Turquie aux années 60 et venu en Israël mais sans être sioniste, est venu par force, disons, il était forcé à venir ici et resté est devenu plus tard un personnage en Turquie. C'était une histoire qui, en Turquie, quand on dit aujourd'hui le nom d'Erol Güney en Turquie, et tout le monde, voilà, c'est une personne très très connue qui est très appréciée par le fait qu'il faisait partie d'un groupe qui n'existe plus, un groupe littéraire qui s'appelait le Voyage bleu, ou l'itinéraire bleu, et des jeunes Turcs, artistes, journalistes, etc., un groupe qui a essayé de former aux premières années de la deuxième partie du XXe siècle une sorte de culture qui ne soit pas musulmane, qui soit... c'était le rêve de faire de la Turquie un pays moderne, laïque, etc. Donc lui, il faisait partie de cela, ce qui aujourd'hui, bien sûr, n'existe plus. Oui, c'est une de mes questions de fin d'émission. Et vous avez écrit un chapitre, toujours dans la partie qui concerne Istanbul, qui s'intitule Dans la penderie, et qui m'a fait sourire, et qui est quelque chose de votre enfance. Alors ça, je ne résiste pas. Si vous vous souvenez, vous vous souvenez peut-être pas de cet épisode-là, où on vous a retrouvé avec dans la penderie chez vous. Ah, mais je vais vous apprendre des choses. Voilà, non, comme le livre.
Vous savez quoi ? On va passer à autre chose. Nos amis vont le découvrir. Oui, et comme bon. ils peuvent ensuite nous donner Voilà, comme- leurs avis, ils savent qu'ils peuvent m'écrire, même me téléphoner, me donner leurs avis. Eh ben, ils nous diront, eux, ce qu'ils ont pensé de ce petit chapitre qui s'appelle Dans la penderie, qui est très touchant, très émouvant, vous verrez. Mais il a tellement de choses à nous raconter, Bénézifer, que vous avez peut-être remarqué, mon débit est plus accentué que Non, là, d'habitude. je suis curieux de le voir. Ben, je vous le dirai. Mais en attendant, Oui. ce que je ne fais jamais, parce que lire quelque chose dans une émission, ça fait tomber le rythme et c'est très, très, très mauvais. Mais moi, je veux lire un passage que vous avez écrit sur la langue française. Et puis, je pense que je m'adresse à des francophones et je pense qu'ils vont apprécier ce que vous avez écrit. Alors voilà, Bon. vous dites dans un chapitre qui s'appelle « Connaissez-vous Moïse Alboer ?» Ah oui. La Ouais. langue que me parlent ici les branches d'arbres, le trottoir, la rue revêtue de pavés et non d'asphalte est le français. On parle donc d'Istanbul. Hein. Tous les fantômes s'expriment dans cette langue. Ma grand-mère et ma tante gentille et leurs amis du bridge hebdomadaire et même Mustapha, le domestique zélé de ma tante qui savait dire en français « ma parole ». De la librairie d'Esther Cohen, rue Péra, qui a changé son nom en Istiklal, on nous expédie en Israël des ouvrages pour enfants en français que nous lui commandions. Les romans de la comtesse de Ségur, ceux de la bibliothèque rose, les fables de La Fontaine, l'histoire d'un petit lapin appelé Serpollet, c'est vous qui me l'avez fait m'en souvenir parce que je m'en souvenais plus du tout. Un manuel d'alphabet français dans lequel chaque lettre revêtait la forme d'un objet. Le G était illustré par bague, le A figurait comme une longue oreille d'âne. Je pourrais aller plus loin, mais je n'irai pas. Et je reviens vers vous. C'est vraiment l'essence de toute la culture française d'un petit garçon de l'âge que vous aviez à ce moment-là. Est-ce qu'on parlait une autre langue que le français chez vous ? Voilà, on parlait à la maison. Il fallait, comme enfant, il fallait être vraiment très très sophistiqué pour comprendre quelle langue il fallait parler à quel moment, parce que l'hébreu était la langue de l'extérieur, et souvent je parlais avec mon père l'hébreu, et avec ma mère c'était le français, et puis avec mes grands-parents qui vivaient avec nous c'était uniquement le français. Mais mes grands-parents parlaient aussi entre eux l'allemand, puisque les paternels étaient germanophones, donc l'oreille était aussi accoutumée à l'allemand, et il y avait la famille plus large où on parlait, quand la grande famille arrivait, c'est-à-dire les cousins, etc., on parlait aussi le judéo-espagnol. Donc c'était un mélange de langues, mais il y avait dans ma tête, il y avait cette hiérarchie qui disait que le français est au-dessus de tout. Donc, c'était la reine des langues et que c'est la langue la plus universelle puisqu'elle unissait toutes les personnes que je connaissais en mon enfance. Et l'hébreu était une option, mais ce n'était pas du tout. Mais allant à l'école, etc. Donc là, l'hébreu est devenu... Bien sûr. Et tout à l'heure, et on va finir cette première émission, car vous reviendrez la semaine prochaine, tout à l'heure, vous avez évoqué le désir de laïcité de la Turquie et d'une certaine égalité dans la population. Et vous avez justement dit, c'est plus le cas aujourd'hui. Moi, je voudrais vous dire, vous y faites allusion dans votre livre, que vous semble... que va-t-il sortir des relations actuelles entre Israël ? Quelles sont-elles d'ailleurs, les relations actuelles entre Israël et la Turquie Bon, elles ne sont pas très bonnes. Bon, je sais qu'elles ne sont pas bonnes, mais... Mais elles ne sont pas bonnes, mais elles ne sont pas aussi, elles ne sont pas arrivées c'est-à-dire, il n'y a pas... C'est pas catastrophique puisqu'il y a des relations diplomatiques et que je crois qu'il y a quelque chose qui est très profondément, il y a quelque chose qui lie la Turquie et Israël d'une manière vraiment qu'il est impossible de détacher. Donc c'est une chose qui va revenir. On est maintenant dans une époque un peu difficile de ce point de vue, mais les choses vont revenir D'ailleurs, je l'explique, et aussi je l'ai expliqué plus tard dans d'autres ouvrages, que pour la Turquie, Israël est une chose qui est très très fondamentale, puisque aujourd'hui en Turquie, beaucoup de Turcs sont
convaincu qu'Atatürk était juif, donc d'origine juive, et que la fondation de l'État d'Israël est une œuvre d'Atatürk aussi, puisqu'il a fondé une république laïque, il a voulu le faire laïque, et donc Israël était une partie d'une sorte de plan, d'un grand plan d'Atatürk. Donc, alors Erdogan n'est pas assez allé à l'école, ou il n'a pas écouté les bonnes personnes. Voilà, donc non, mais il est obsédé par Israël sur ce point de vue. Et d'ailleurs, il est accusé aussi, souvent par les islamistes plus radicaux que lui, d'être d'origine juive aussi. Ah bon? Voilà, de sa famille étant juif converti. Et d'ailleurs, il y a des preuves là-dessus. Ah oui? Oui. Ah ben, merci de nous faire finir par ce scoop. Voilà. Parce que moi, je ne savais pas du tout. On se retrouve la semaine prochaine. Et Oui, d'ici là, vraiment, merci d'avoir pu venir jusqu'ici. Je vous rappelle, chers amis, le livre de Béni Ziffer, Entre nous les Levantins, qui est paru, vous pourrez l'avoir à la librairie française, bien sûr ici, le commander, paru chez Actes Sud. Et moi, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine et d'apprendre encore beaucoup, beaucoup de choses sur ces endroits qui sont les vôtres et où vous êtes allés. Merci infiniment, Merci. Béni, et à la semaine prochaine. Au revoir.